Le 1er juin 1310, sur la place de Grève à Paris, une femme monte au bûcher. Elle ne tremble pas. La foule est dense, le ciel de juin presque doux. Cette femme n'a tué personne, elle n'a volé personne. Son crime tient en quelques pages de parchemin. Un livre qu'elle a écrit en français, dans la langue de tous, et non en latin, la langue de ceux qui gardent le savoir pour eux seuls. Elle s'appelle Marguerite Porete, elle est béguine, et elle devient, ce jour-là, la première femme condamnée au bûcher pour avoir écrit un livre. Dans le roman d'Aline Kinner, un personnage nommé Jean de Quérine prononce ces mots. Et je voudrais que vous les receviez lentement, comme une brûlure qui ne s'efface pas. Marguerite n'a pas été suppliciée pour perversion. Ne l'oublie jamais. Elle est la première femme à avoir été brûlée pour un livre. Cette phrase, posez-la quelque part en vous. Elle est le seuil de tout ce que nous allons traverser ensemble. Car derrière Marguerite Porete, il y a un monde. Un monde que l'on a voulu effacer et qui pourtant a existé. Un monde vibrant, charnel, habité. Un monde de femmes libres au cœur du Moyen-Âge. Des femmes qui ne sont ni épouses ni religieuses. Elles travaillent, elles étudient, elles soignent, elles possèdent leurs biens et décident de leur vie. On les appelle les béguines. Comment se fait-il que nous n'en sachions presque rien? Comment une telle liberté a-t-elle pu naître, fleurir, puis disparaître si complètement que même son souvenir semble avoir été balayé? C'est à cette question qu'Aline Kinner a consacré un roman lumineux, La Nuit des Béguines, publié en 2017. Ce livre, qui est une fresque historique et un acte de mémoire, un geste de résistance tendre et obstiné contre l'oubli. Je vous propose un voyage en 5 étapes. Nous allons d'abord pousser le portail du grand béguinage de Paris, pour découvrir ce lieu qui fut une oasis de paix au milieu de la violence. Nous rencontrerons ensuite 3 femmes inoubliables, Isabelle, Maheu et Had, dont les destins s'entrelacent autour d'un manuscrit interdit. Nous verrons l'ombre s'avancer, le secret, le chantage, la trahison. Nous mesurons ce que ce roman nous dit de la liberté et de sa fragilité. Et nous terminerons en rendant hommage à celles qui, de siècle en siècle, ont porté cette flamme jusqu'à nous. Imaginez un portail de bois massif dans un mur de pierre. De l'autre côté, le Paris du XIVe siècle gronde. Il pue, il crie. Les rues sont des ravines de boue où les marchands hurlent, où les charrettes s'enlisent, où la violence est aussi quotidienne que le pain. Et puis, vous poussez ce portail, vous le franchissez, et tout s'arrête. Aline Kinner l'écrit avec la justesse de ceux qui ont longtemps observé avant de poser les mots. Le portail refermé, la tête encore bourdonnante. Isabelle avait cru plonger dans une eau étale. Tant est profond le calme qui règne dans l'enceinte. Ce lieu a existé pendant près d'un siècle dans le quartier du Marais, le long de la rue que l'on appelait alors la rue des Béguines, et qui porte aujourd'hui le nom d'Ave Maria. C'est le grand béguinage royal de Paris, fondé vers 1264 par le roi Saint-Louis. Un clos fermé, protégé par ses murs, avec ses maisons individuelles, son hôpital,
sa chapelle, ses jardins où poussent les herbes qui guérissent. Près de 400 femmes y vivent ensemble. Mais qu'est-ce qu'une béguine ? Voilà peut-être la question la plus belle de ce roman. Parce qu'elle n'a pas de réponse simple, et que c'est justement ce qui la rend précieuse. Au Moyen-Âge, 2 chemins s'offrent aux femmes, le mariage ou le couvent. Être épouse soumise à un mari, ou moniale enfermée derrière les grilles d'un ordre religieux. Les béguines refusent les deux. Elles choisissent une 3e voie, un sentier que personne n'a tracé pour elles et qu'elles dessinent en marchant. Elles ne prononcent pas de vœux perpétuels. Elles peuvent quitter la communauté quand elles le souhaitent. Elles travaillent dans le textile, dans l'enseignement, dans le soin aux malades. Certaines tiennent boutique dans le quartier de la soie. Et l'on vient de loin pour la qualité de leurs étoffes. Elles étudient, elles lisent, elles chantent. Le matin, leur voix monte dans la chapelle comme une seule respiration. Le soir, elles soignent. Elles préparent les remèdes à base de plantes, cultivées dans leur propre jardin. Elles possèdent leurs biens et peuvent les transmettre à leurs sœurs. Elles élisent leurs responsables. Elles décident de leur vie. Et cette vie n'est pas austère. Elle est pleine, dense, traversée par la beauté des gestes quotidiens et le sentiment rare de ne devoir sa dignité à personne d'autre qu'à soi-même. Gilbert de Tournai, un théologien de l'époque, a trouvé les mots pour décrire ce qui dérangeait tant les autorités. Il écrit : « Il y a parmi nous des femmes dont on ne sait comment les appeler, laïques ou moniales, car elles ne vivent ni dans le monde, ni hors de lui. Ni dans le monde, ni hors de lui. Voilà ce qui est insupportable pour le pouvoir. Ce qui échappe à la classification échappe au contrôle. Ce que l'on ne peut pas nommer, on ne peut pas le soumettre. » Mais cette liberté ne flotte pas dans le vide. Elle tient que parce qu'un roi la protège. Saint Louis a fondé le béguinage. Ses successeurs le tolèrent. Seulement, nous sommes au début du XIVe siècle, sous le règne de Philippe le Bel. Et le monde bascule. Le royaume croule sous les dettes. Les Templiers sont arrêtés, torturés, brûlés. L'Inquisition étend son ombre sur la chrétienté tout entière. Et voilà que des femmes, dans leur clos paisible, lisent, pensent, prient à leur manière, vivent sans rendre de compte à personne. L'oasis a des murs, mais les murs ne protègent pas des décrets. Le grondement se rapproche, et les béguines, derrière leur portail, commencent à l'entendre. Au cœur de cette communauté menacée, Alice Skinner place 3 femmes dont les vies vont s'entrecroiser comme les fils d'une même étoffe. Chacune apporte sa couleur, sa résistance, sa lumière propre. Il y a d'abord Isabelle. Elle est vieille, elle est solide. Elle est là depuis 20 ans. Intendante de l'hôpital, elle connaît les plantes qui guérissent et celles qui empoisonnent. Elle soigne les corps, elle veille sur les âmes. Isabelle est le pilier, la mémoire vivante, le tronc ancien autour duquel la communauté s'enracine. C'est elle qui, par un jour d'hiver, recueille une jeune fugitive trempée de pluie et de peur. Cette fugitive,
c'est Maheu. Elle a les cheveux roux, couleur maudite au Moyen-Âge, celle qu'on associe au diable. Elle est de lignée noble, mais elle fuit un mariage imposé par la force et les violences qu'elle a subies. Elle arrive blessée, traquée, et porte en elle un enfant qu'elle ne sait pas encore. Maheu, c'est la vie à l'état brut. Sa révolte n'est pas intellectuelle, elle est viscérale. C'est le refus du corps entier. Quand Isabelle lui parle de Dieu et du salut de l'âme, elle répond avec une insolence magnifique qui condense tout son être. Je prierai pour mon salut lorsque j'aurai votre âge. Il y a dans cette phrase toute la jeunesse du monde et son droit sacré à vivre d'abord, à comprendre ensuite. Pour protéger Maheu, Isabelle la confie à une troisième femme dans ce récit, Ad. Ad est une jeune veuve aristocratique, cultivée, qui vit un peu à l'écart de la communauté. Elle lit, elle traduit, elle réfléchit. Elle possède cette forme de liberté qui naît du savoir et de la solitude choisie. Ad accueille Maheu. Elle devient la marraine de cœur de sa petite fille Léonore quand celle-ci naît. Et avec cette responsabilité nouvelle, entre dans sa vie un trouble qu'elle n'attendait pas. Car Ad est une femme de raison. Elle croit au pouvoir des livres. Elle croit que le savoir protège de la nuit. Elle ne sait pas encore que le savoir, parfois, vous y précipite. Car Ad va être entraîné dans un engrenage dangereux. Un franciscain, nommé Humbert, arrive à Paris. Il porte avec lui un secret brûlant. L'unique exemplaire rescapé du manuscrit de Marguerite Porete, ce livre que l'Inquisition a voulu détruire avec son auteur. Humbert veut sauver cette œuvre en la faisant traduire en latin pour l'envoyer en Italie, hors de portée des inquisiteurs. Et il possède un levier terrible. Il sait que Maheu est recherché par sa famille. Le chantage est simple. Si Ad refuse de traduire le manuscrit, il dénoncera Maheu. Ad accepte. Non seulement par nécessité, mais parce que le texte la fascine. Le livre de Marguerite Porete parle d'une âme libérée de tout, même de Dieu lui-même. Une âme devenue si simple qu'elle se fond dans l'amour divin, sans intermédiaire, sans prêtre, sans institution. C'est une mystique vertigineuse. Et Ad, en traduisant ces pages, y reconnaît quelque chose qui lui ressemble. Une soif d'absolu qui ne demande la permission de personne. Mais les secrets ne restent jamais enfouis. Il suffit d'un regard, d'une jalousie, d'un orgueil blessé. Clémence, une jeune élève d'Ad, observe les allées et venues nocturnes du franciscain. Elle voit sa maîtresse se détourner d'elle. Et la jalousie fait ce que la jalousie fait toujours. Elle détruit ce qu'elle ne peut pas posséder. Clémence confesse ses soupçons à Agnès, qui les rapporte aux dominicains. L'engrenage se referme. Pour sauver Ad de l'Inquisition, Humbert se dénonce lui-même et livre le manuscrit interdit. Il finit dans les geôles du Châtelet. C'est Isabelle qui le veille dans ses dernières heures, et c'est à son chevet qu'elle prononce la phrase qui donne son titre au roman. La phrase qui serre le cœur, parce qu'elle dit à voix haute ce que tout le monde pressent en silence. La nuit des Béguines va tomber. Maheu, elle, s'enfuit vers l'Italie avec un marchand. Elle confie sa fille Léonore à Isabelle. Comme on confie une graine à la terre quand on sait qu'on ne verra pas l'arbre.
et le roman s'achève sur un chemin de champagne au printemps. Isabelle marche avec la petite fille vers la demeure où Wade s'est retiré, loin de Paris, loin du bruit. Derrière elle, le béguinage de Paris commence son long déclin vers l'oubli. Mais Léonore est vivante. Et tant qu'un enfant marche vers l'avenir, rien n'est tout à fait perdu. Il y a des livres que l'on referme et que l'on oublie. Et il y a des livres qui vous referment et c'est vous qui restez ouverts. La nuit des Béguines appartient à cette seconde famille. Si ce roman nous touche si profondément, c'est parce qu'il ne parle pas seulement du XIVe siècle. Il parle de nous. Il parle de ce que nous faisons de notre liberté et de ce que nous laissons faire d'elle quand nous détournons le regard. Marguerite Porete a été brûlée avec son livre. On n'a pas seulement voulu détruire une femme, on a voulu détruire une pensée. Son crime véritable n'était pas l'hérésie, c'était d'avoir écrit en français, d'avoir rendu la parole sacrée accessible à ceux que l'on voulait maintenir dans l'ignorance, d'avoir brisé le monopole des clercs sur le sens et sur le divin. Aline Quinaert réhabilite cette figure longtemps effacée, dont l'œuvre a circulé pendant des siècles, sous des noms d'hommes, comme si une femme ne pouvait pas être l'auteur d'une telle profondeur. Le roman tout entier est une méditation sur le pouvoir des mots et sur le danger qu'ils représentent, pour ceux qui veulent contrôler ce que les autres pensent. L'un des personnages du livre, Pernelle, prononce cette phrase à propos de la torture infligée aux Templiers, et chaque mot pèse son poids de fer. La vérité qu'on obtient est souvent celle que l'on cherche. Sept siècles ont passé et cette phrase n'a pas pris une ride. Mais le roman ne se contente pas de dénoncer. Il célèbre aussi une solidarité entre femmes qui n'est ni naïve ni idéalisée. Le béguinage est traversé de tensions, de jalousie, de trahison, nous l'avons vu. Et pourtant, il reste un espace où des femmes se choisissent, se protègent, se transmettent du savoir et du courage. Nous nous devons les unes aux autres, dit l'une d'elles. Et cette phrase à elle seule contient l'éthique d'un monde entier. Aline Quinaert écrit aussi ces mots qui arrêtent le lecteur en plein élan. Indépendante et libre. Une liberté que les femmes n'avaient pas connue jusque-là et ne connaîtraient plus avant des siècles. Mesurez ce que cela veut dire. Au XIIIe siècle, des femmes pratiquaient l'autogestion, accédaient à l'éducation, jouissaient d'une autonomie que nous croyons moderne. La liberté n'est pas une ligne droite qui monte vers la lumière. C'est un feu qui s'allume, qui brûle, et qui peut mourir si personne ne le veille. Le roman nous montre aussi comment cette liberté a été détruite. Non pas d'un coup par un assaut ou une guerre, mais par une lente asphyxie. Le soupçon d'abord, puis la délation née de la jalousie, puis les décrets du Concile de Vienne en 1312 qui condamnent le statut des béguines, puis l'indifférence de ceux qui ne défendent pas ce qu'ils ont. Et la nuit tombe doucement et personne ne se souvient qu'il faisait jour.
Nous sommes partis d'un bûcher et nous voici au bout du chemin. Nous avons poussé un portail de bois et découvert un refuge. Nous avons rencontré des femmes qui ont inventé une liberté que leur époque jugeait impensable. Et nous avons vu cette liberté s'éteindre comme une chandelle que personne ne protège du vent. Mais les flammes que l'on croit mortes laissent parfois des braises. Le manuscrit de Marguerite Porete a survécu. Il a circulé en silence, traversé les siècles comme une rivière souterraine. Et il a été retrouvé au XXe siècle. 600 ans après le bûcher. Les mots sont plus résistants que le feu. Le mouvement béguinal lui-même a survécu dans les Flandres, protégé par une bulle papale. La toute dernière béguine du monde s'appelait Marcella Patin. Elle s'est éteinte dans son sommeil à Courtrai en 2013, à 92 ans. 13 béguinages sont aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial. Et Aline Keener, disparue en janvier 2019 à 59 ans, a elle aussi transmis un flambeau avant la nuit. Quels sont les espaces de liberté que nous tenons pour acquis et que nous laissons peut-être en ce moment même s'éteindre dans l'indifférence? La liberté n'est jamais définitive. Elle est un feu qu'il faut nourrir, ou il meurt. Vous qui m'avez écouté jusqu'ici, sachez que chaque personne qui reçoit cette histoire rallume la mémoire de ces femmes. Les béguines ne chantent plus, mais celui qui prête l'oreille à leur silence entend encore le courage tranquille de ceux qui osent vivre selon leur propre lumière. Gardez cette flamme, transmettez-la, car c'est ainsi, de voix en voix et de siècle en siècle, que les histoires qui comptent ne meurent jamais.